Merci à vous, bonjour, de nous rejoindre pour 200 millions de critiques. Les sujets sont variés, notre plaisir intact avec cette joyeuse équipe que je vais vous représenter. Donc Estelle Martin, bonjour ma chère Estelle. Bonjour. De TV5 Monde, Alain Gerlache avec sa chemise à carreaux la plus belle, avec une petite patte dans la veste qu'il avait oubliée. Michel Serruti. Oh Guillaume. Mon cher Michel, Guillaume. Nous sommes les garçons à pochette aujourd'hui, l'un et l'autre. C'est ça. Radio-Télévision Suisse Romande, Lise Lauretiat, donc de TV5 Monde. Bonjour Lise. Bonjour Guillaume. Et je suis ravi de vous retrouver comme pratiquement toutes les semaines. Et donc Yves Bigot, que vous connaissez et qui dirige TV5 Monde et qui vient souvent nous parler ici, notamment de musique. Voici le sommaire. La béninoise Angélique Kidjo a reçu le mois dernier un Grammy Award, son deuxième, pour son dernier album dédié aux femmes africaines, Eve. Que cela soit au nom de l'UNICEF ou de son art, Angélique Kidjo est une ambassadrice de l'Afrique sur la scène internationale. Nous en parlons aujourd'hui. Les Magritte belges et les Césars français sont passés, les Quartz suisses auront lieu le 13 mars et les Jutras québécois le 15 mars. À mi-chemin donc de nos différentes cérémonies dédiées au cinéma, la question du jour est la suivante. Ces palmarès correspondent-ils au goût du public qui paye pour aller voir les films ? Notre dernier sujet sera consacré à la création et aux désordres mentaux. Sujet que nous allons aborder grâce à un artiste canadien, Jean Leloup. Il avait fait un carton il y a 20 ans avec 1990. Il vient de sortir un nouvel album, à Paradis City, et il explique désormais ouvertement souffrir de bipolarité. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 200 millions de critiques, c'est parti. Le premier sujet concerne une artiste africaine célébrissime qui s'appelle Angélique Kidjo, que vous connaissez, et qui vient d'obtenir pour la deuxième fois dans sa carrière un Grammy Award. Je la cite donc, je la lis pour être précis. Pour moi, la musique est une arme de paix, et aujourd'hui, plus que jamais, les artistes ont un rôle à jouer dans la stabilité du monde. Avant de parler de sa carrière, de l'influence qu'elle joue dans la musique africaine, dans la musique dans le monde entier, car il ne s'agit pas de l'enfermer, voici un extrait de son clip qui s'appelle Eva. Wishing for a friend, someone to call my own. Who's there for me? Have no bound and can be sold. Give me a friend who's gonna catch me when I fall. Oh, when I fall. Eva, 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 hello, Eva. Eva, Imani, Eva. Look at how what I know you. Mi vado to vide, mi vado to vide. No viene neva agala nune, apia poya nana. Neva agala nune, apia poya nana. Angélique Kidjo, donc Eva, est deuxième Grammy Awards. Donc il faut d'abord dire ce que c'est que les Grammy Awards, pour ceux qui sont... C'est l'équivalent des victoires de la musique, mais donc américaine, et remis à Hollywood. Voilà, et donc elle en a déjà obtenu un en 2007. Une partie de sa carrière aujourd'hui a lieu aux États-Unis. Oui, elle est parfaitement bilingue, même si béninoise, le pays du vaudou. Angélique Kidjo est francophone. Sa carrière est depuis une quinzaine d'années aux États-Unis et elle s'exprime parfaitement en anglais sur les radios, les télévisions américaines. Alors, ma chère Lise Laure, vous l'avez rencontrée à plusieurs reprises. Qui est-elle, au fond? Comment peut-on caractériser son travail? En fait, Angélique Kidjo, son style, un peu, on peut dire qu'elle mélange tous les styles. Il y a du rythme, il y a de la blues, il y a du soul, il y a tous les rythmes dans la musique. Et puis, il y a surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle met en exergue des chanteurs africains, des percussions africaines. Et du coup, ça donne un mélange dont elle seule elle a le secret. Et puis, surtout, ce que je veux dire d'Angélique, c'est son énergie. C'est vraiment
quelqu'un qui est agréable à vivre et qui a toujours quelque chose à dire, qui a toujours envie d'exprimer quelque chose. Et moi, je me souviens l'avoir rencontré il y a quelques années à un concert au Sénégal où il y avait les Touré Kunda, où il y avait Lokwa Kanza, c'était sur la musique africaine. Et elle parlait déjà de son engagement et du fait qu'il fallait ouvrir la musique africaine à d'autres cultures. Voici l'album qu'on regarde ensemble. Le trio Teriba, mais aussi Dr. John, que tout le monde connaît pour ceux qui aiment le rock, le Kronos Quartet et l'Orchestre Philharmonique même du Luxembourg. Donc c'est vraiment large. C'est ça qui est frappant, c'est qu'elle sait s'entourer. Par exemple, pour Gin, elle était avec Alicia Keys, avec Carlos Santana. Elle mêle, c'est vrai, toutes les cultures. Elle est intéressée, mais surtout, elle retourne aux sources. Avec Gin, elle était repartie au Bénin. Alors, son patrimoine, son ADN africain, elle le garde en l'ouvrant à d'autres cultures. Et elle arrive à garder son identité. On sent que c'est pas une posture chez elle, c'est pas pour faire de l'international ou pour faire un certain style de musique. C'est elle et elle a vraiment, on sent ça, cette énergie, elle est hyper optimiste et je trouve que c'est ce qui nous, je ne sais pas, ça porte sa musique. Bien sûr. C'est inscrit. C'est inscrit en elle vraiment parce qu'effectivement elle est béninoise d'origine, mais ensuite il faut se rappeler qu'elle est venue à Paris au début des années 80, qu'elle est restée longtemps à Paris de 83 à 98, qu'elle a appris une grande partie du métier ici, avec des musiciens parisiens. Elle est d'ailleurs un des personnages éminents de la SACEM ici. Exactement. Quand elle a reçu d'ailleurs un grand prix francophone. Et puis elle a travaillé avec des musiciens. C'est ici qu'elle a écouté Higelin, qu'elle a écouté Gainsbourg. Elle a travaillé avec des musiciens à Paris. Elle a pris le métier. Elle est diplômée. On la connaît tous. On l'a vu jouer dans Paris pendant des années, etc. Avec son énergie absolument incroyable. Elle a quelque chose. C'est une espèce de James Brown africaine. Mais donc, Angélique, tellement elle est généreuse. Elle a intégré cet héritage-là dans sa musique. Il y a une part francophone. Ensuite, en 1998, elle est partie aux États-Unis. Et puis, Estelle, vous mentionnez un certain nombre d'artistes avec lesquels elle a bossé, mais c'est impressionnant. Ça va de Trilok Gourtou à Philippe Glass en passant par Cassandra Wilson. Et pour moi, Angélique Kidjo, aujourd'hui, c'est vraiment l'artiste africaine globalisée, symbolisant vraiment la world music dans ce que c'est, parce qu'elle a ses racines africaines qui sont toujours présentes, qu'elle met en avant, mais elle a réussi à y intégrer un nombre non négligeable d'autres influences qui viennent d'autres endroits dans le monde, aussi par des collaborations avec d'autres musiciens, tout en gardant son âme de départ, mais sans rester dans un folklore qui est traditionnel ni le revendiquer. C'est un équilibre subtil qu'elle a réussi à mettre en place, et c'est pour ça qu'elle est célébrée. C'est une véritable icône, c'est une superstar, Angélique Kidjo. Elle a eu des prix, elle est décorée en France, en Italie, au Bénin, elle a eu des Grammy Awards. Elle a même reçu, rendez-vous compte, elle a même reçu cette année le Crystal Award du World Economic Forum à Davos pour son engagement afin d'améliorer le sort du monde. Et elle s'est produite plus d'une fois au Festival de Montreux aussi. Absolument, des concerts mémorables. En tout cas, je m'en souviens de mémorable. Mais aussi, ce qui est très marquant, c'est son engagement. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes africains qui s'engagent. Bon, on a vu quand il y a eu Ebola, mais j'ai vu dans toutes les causes et dans tous les endroits importants. Elle était à la Coupe du Monde. Elle a chanté pour la Fondation Mandela. Elle a été dans les Caraïbes. Elle est pour la vaccination. Elle est dans toutes les causes. Elle s'arrête, comme elle dit. Ma grand-mère m'a dit, tu es hyper active. Sa mère lui a dit, quand tu seras 6 mètres sous terre, peut-être c'est là que tu vas te calmer. Et j'aime beaucoup la façon... C'est une certitude. Voilà. Mais j'aime beaucoup aussi la façon dont elle parle des femmes africaines. Parce que généralement, elle dit, quand je viens en tant qu'ambassadeur, moi, de l'UNICEF, j'écoute ces femmes. Ces femmes, elles m'apprennent parce qu'elle dit, chaque fois on dit, elles sont violées, elles sont victimes de cela. Et puis les femmes lui disent, écoutez, comme elles lui ont dit au Darfour, elles lui ont dit, écoutez, Angélique, ce que vous pouvez faire, c'est mettez votre notoriété pour que la guerre s'arrête et nous allons retourner dans nos champs. Elle dit, c'est ça, il faut leur donner à ces femmes le moyen de s'en sortir, non les plaindre. L'album s'appelle Ève, voici l'album. Mon cher Alain, vous n'avez rien dit. Non, parce que je vous écoute. Non, mais je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Et moi, j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Liselot. C'est vrai, on sait, maintenant, j'ai vécu aussi une partie de mon enfance en Afrique, etc. Donc, je suis sensible à tout ça et sensible à la suite aussi, parce que il faut que ça puisse être un exemple qui fait en sorte que d'autres chanteurs, d'autres chanteuses aient leur chance aussi. Oui, on intègre ces chanteurs, ces chanteuses, ces groupes, mais il y a comme une espèce de limite invisible qui fait que parfois ça ne franchit, souvent, on ne va pas vraiment vers le tout grand public. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Angélique Kidjo comme il y a un Youssou N'Dour, enfin je veux dire, qui ont une mais il faut pas que ça renommée, devienne un alibi pour... Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est dommage, parce que je pense qu'il y en a d'autres... C'est de notre faute et c'est de la faute des médias. Et j'allais dire que ce
plafond de verre, un peu, mais d'une certaine façon, il a plus éclaté aux États-Unis, finalement, qu'il ne le fait mais d'ailleurs, elle vit aux États-Unis, non, Liselor? Elle vit aux États-Unis. Elle vit aux États-Unis, et d'ailleurs, elle a dit qu'elle est partie aux États-Unis dans les années 98 pour pouvoir s'ouvrir à d'autres choses. Parce que beaucoup d'artistes, par exemple, on a un garçon comme Lokwa Kanza qui est pendant très longtemps resté en France, et beaucoup de gens lui ont dit, écoute, Lokwa, si jamais tu étais peut-être parti aux États-Unis, peut-être que tu te serais fait encenser différemment. Donc il y a beaucoup de, comment on appelle, de frustration. Pardonnez-moi d'être franc, mais ici c'est une sorte de tombeau. Mais ils ont le sentiment un peu de ne pas être reconnu, et que quand tu as un Grammy Award, au lieu d'avoir parce que les Grammy, il y a l'équivalent en Afrique qu'on appelle les Cora, et c'est vrai que c'est pas la même chose. Donc quand tu pars à l'extérieur, comme beaucoup d'ailleurs l'ont dit dans les journaux béninois aujourd'hui, on dit la reconnaissance d'Angélique, en fait, elle vient de l'extérieur. Mais c'est surtout ce que je voulais ajouter, c'est que Angélique, elle a surtout toujours mis en avant les exemples africains. Son idole, c'était Myriam Makeba. Elle s'est inspirée pour créer sa fondation du travail de Wangari Maathai. Elle a dit, moi, j'ai créé une fondation. J'ai voulu que les petites filles aient des bourses, mais pour aller demander de l'argent à gauche et à droite, je me suis dit, regardez Wangari Maathai, cette icône kenyane, elle a eu le prix Nobel, mais c'est parce qu'elle avait une bourse de la Fondation Kennedy. Donc je vais faire la même chose. Je suis marraine pour l'UNICEF, mais je vais me battre, moi, à mon petit niveau, pour pouvoir faire une fondation et envoyer les jeunes filles à l'école, surtout au niveau secondaire, pour qu'elles ne se marient pas et qu'après, elles ne sachent plus comment pouvoir se développer dans la vie. Mais après, il y a des artistes comme Rokia Traoré, où on en parle, enfin, en tout cas, sur TV5 Monde, on en parle quand même beaucoup, cette chanteuse. Oui, mais il y a une chaîne africaine aussi. Oui, mais elle arrive quand même en France. Ça fait partie de notre job. Mais c'est vrai qu'en France, en Belgique, je suppose en Suisse aussi, les artistes africains sont des artistes qui sont un peu réservés au marché, des gens qui s'intéressent à la musique et qui ne sont pas nécessairement diffusés sur les grandes radios, dans les émissions de prime time et à la télévision. C'est vrai. Alors, c'est la même chose aux États-Unis, sauf que dans le marché américain, on arrive à trouver, de par la taille et de par aussi l'implication et l'engouement des Américains pour la musique, on arrive à trouver un marché et une existence qui est plus forte que ça n'est le cas en France. Il y a une chose qui est vraie par rapport à la France, on en avait parlé dans d'autres émissions, notamment avec Amobé à propos de Papa Wemba ou du Sundur. Par le passé, c'est vrai que Paris, capitale des musiques du monde, ça a beaucoup évolué. C'était le cas dans les années 80, on en a parlé. Bien sûr, la Sono mondiale. Et après, ça a diminué. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Je me rappelle, on discutait de ça avec Amobé sur ce plateau, d'expliquer qu'aujourd'hui, la scène musicale world en Europe, c'est plus Paris. C'est le Danemark, c'est la Suisse, c'est l'Allemagne. Ce sont d'autres pays, c'est plus Paris. Vous permettez que je fasse une petite remarque. Quand on dit la scène world, c'est surtout la scène africaine, parce que ça ne veut rien dire. Là aussi, on a inventé un truc qui ne tient pas debout. On parle d'Afrique. C'est que d'ailleurs, condamné, c'est exactement, Myriam Makeba a beaucoup parlé de ça en disant que la world music, ça ne voulait rien dire. C'est comme la confiture tout fruit, ça n'a plus aucun goût. C'est vrai. C'est ni la mérabelle, ni la framboise, ni la fraise, c'est rien. Après, Guillaume, il faut bien voir, world music, c'est un terme marketing, mais qui, de manière purement artistique, s'exprime de deux façons. Vous avez l'approche Peter Gabriel, c'est-à-dire on enregistre la musique de manière traditionnelle ou telle qu'elle est, mais dans les conditions technologiques, on va dire, de pointe du moment. Ça, c'est une chose, et c'est évidemment remarquable, c'est son label Real World, etc. Et vous avez une autre façon de faire qui est un peu ce qui s'est pratiqué beaucoup à Paris, justement pendant les années 80, c'est on prend un certain nombre de musiciens africains, on leur donne des guitares électriques flambant neuves avec des super amplis, on met des synthétiseurs, on mixe bien la basse et la batterie en avant. On a fait ça avec les Gypsy Kings dans un autre genre pour essayer de les adapter au goût du public européen ou nord-américain, de la même manière que Chris Blackwell avait procédé avec Bob Marley et les Wailers, avec succès. J'étais fière de l'angélisme, mais en même temps, justement, pour Angélique Kidjo, on peut parler de musique du monde dans le sens où c'est aussi bien africain, qu'elle va chercher des influences américaines, que ça peut être aussi cubaine. Elle a vraiment cette envie de multiculturel. Et là, peut-être musique du monde. Je suis d'accord avec toi. Ce que je veux simplement dire, c'est que de mon point de vue modeste, puisqu'il y a les artistes féminines, déjà, dans les cérémonies, il y a les hommes, les femmes, ça devient toujours un peu bizarre. Mais je veux dire, Angélique Kidjo, étant donné la qualité de son travail, elle devrait concourir avec Madonna, Taylor Swift et je ne sais pas qui d'autre d'ailleurs dans sa catégorie. Tout d'un coup, ça fait un peu... regardez en bas à droite, la cérémonie est terminée, il est 23h, on est en pleine nuit et maintenant, voici la world music. C'est vrai, mais ça, dans
l'appréhension américaine du monde, c'est affirmative action. Ouais. Voilà. Ouais. C'est juste, on met en avant des genres qui seraient autrement ignorés du grand public. Après, c'est pas l'approche française, hein, mais c'est l'approche américaine de toute chose. Lise Laure, pour les Béninois, par exemple, elle est toujours considérée comme une artiste béninoise, ou est-ce qu'on considère au contraire que d'une certaine manière, on a beaucoup parlé de ça avec le rap, quand on avait du succès, on trahissait les origines. Est-ce que Kidjo, qui chante pour Obama, au fond, est devenue une artiste américaine et plus du tout une artiste béninoise? Non, elle reste une artiste béninoise. Moi, j'ai regardé un peu le journal qu'ils appellent le Matinal, qui est un quotidien béninois, où toute la profession, les artistes lui ont rendu hommage. Et tout à l'heure, Estelle disait, en 2006, elle a opéré un retour aux sources avec l'album Jinjin. Il y a les percussionnistes béninois, parce que sa mère, j'ai vu que dès l'âge de 6 ans, elle a chanté très tôt, et que sa mère avait une troupe de théâtre, et c'est là qu'elle s'est attachée à ses chants traditionnels. Donc, Angélique est considérée toujours... Elle chante en fon, elle chante en mina, qui sont des langues locales. Donc, elle est toujours l'enfant du pays. C'est pas comme quelqu'un qui va chanter en langue française, non. Et ça fait qu'elle a toujours ces racines bien béninoises. Grand artiste, l'heure des tweets, les lunettes. Le premier est signé de Michael Jean, qui est la secrétaire générale de la francophonie nouvellement donc nommée. Un grand bravo à Angélique Kidjo pour son Grammy. Il s'agit là d'une belle reconnaissance, donc nous dit Michael Jean, pour toutes les femmes d'Afrique. Et puis il y a aussi celui de Véronique Dupont, journaliste au bureau de l'AFP de Los Angeles, qui a posté une photo superbe d'Angélique. Et pour terminer, un tweet d'énergie du Carité, pour qui Angélique Kidjo, enfant du Bénin, est la première diva africaine contemporaine. Merci Lise Laure. Merci Guillaume. Les Magritte belges, les Césars français sont passés. Les Quartz, qui récompensent les films suisses, il faut être précis, auront lieu le 13 mars prochain. Et les Jutras de l'industrie du cinéma québécoise le 15 mars prochain. À mi-chemin donc de nos différentes cérémonies, nous allons poser une question qui est rémanente à chaque fois que ce type de cérémonie intervient, à savoir, est-ce que les récompenses sont des récompenses qui correspondent au goût du public ou est-ce qu'il y a une notoire différence? Pour illustrer notre débat, voici un extrait de la 5e édition des Magritte que TV5 Monde avait retransmise le mois dernier. Voici ces images. Présidé par l'acteur François Damiens. Je déclare ouverte la 5e cérémonie des Magritte, mes amis. La 5e édition des Magritte sera enfin celle des frères Dardenne, récompensée d'abord par le Magritte du meilleur réalisateur. Eh bien, sans faire du mauvais humour, j'espère, je dirais que ceci n'est pas un Magritte, mais un Charlie. Merci. Excusez-moi de vous demander ça, mais pour moi, c'est important de le voir parce qu'il peut m'aider à pas perdre mon travail. Déjà récompensé un peu partout dans le monde entier, 2 jours, 1 nuit permet aussi aux Dardennes d'être enfin sacrés sur leur terre, avec le Magritte du meilleur film. On est heureux d'avoir que le film ce prix-là, parce que c'est le film qui a le prix. C'est les comédiens, les techniciens et les gens qui... La plupart de ces personnes travaillent avec nous depuis la promesse. C'est toujours impressionnant. Puis ici, c'est dans notre pays. Et être récompensé dans son pays, c'est bien. Ça nous est arrivé rarement. D'autant que leur film décroche une 3e récompense, celle du meilleur acteur, attribuée à Fabrizio Rongione, qui tournait son 5e film avec les frères Dardenne. Je crois qu'il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour vous dire à quel point je vous remercie. Autre vainqueur de ces Magritte, le réalisateur Lucas Belvaux, lauréat du meilleur scénario pour Pas son genre. Je m'appelle Clément. Et vous, c'est Jennifer. On dit Jennifer, c'est anglais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur de philosophie. Et moi, je suis coiffeuse. Une comédie douce amère qui reçoit aussi le Magritte de la meilleure actrice, attribuée à Tiens, une autre révélation des frères Dardenne, Émilie Dequesne, absente hier soir pour cause de grosse grippe. Elle avait pris soin de rédiger un message. Bonsoir à tous. Ce film et ce personnage sont la plus belle des récompenses. Alors Lucas, merci. Bon, donc c'est moi. Des récompenses, de l'émotion aussi lors de la remise du Magritte d'honneur à Pierre Richard. Je m'attendais pas à ça, je suis vraiment très... Excusez-moi, je suis vraiment très ému. Et puis beaucoup de fou rire pour cette 5e édition des Magritte. Un humour incarné par Charlie Dupont, maître de cérémonie, qui, tutoyant le prince Laurent, le fera lever de son siège. Si on donnait un micro à mon seigneur, sinon je suis obligé de l'embrasser pour la bouche pour qu'il se fasse entendre.
Surréaliste, typiquement belge, l'atmosphère idéale pour saluer notre cinéma. Donc après cet extrait que vous venez de voir des Magritte, nous allons réfléchir à la différence qui peut exister entre les goûts du grand public et donc les cérémonies qui récompensent le cinéma dans l'espace francophone. 200 millions de critiques est avec Yves Bigot, que vous connaissez. Julie Laferrière, bonjour ma chère Julie. Merci d'avoir traversé l'océan pour nous de TV5, donc Québec. Et puis Michel Serruti, qui lui a traversé les Alpes, radio-télévision suisse romande, la RTBF avec Alain Gerlache, et vous, ma chère Estelle. J'ai juste traversé la Seine. Voilà, la Seine. C'est pas terrible, désolé. Alors, qui se lance dans cette éternelle bagarre? Alain, notre Voltaire maison. Le cinéma est un peu dans une situation particulière, parce que justement, c'est sans doute la remise de prix, qu'il y en a dans d'autres domaines, où il y a cette opposition, vous y avez fait allusion, entre... pour faire bref, la qualité telle qu'elle est vue est définie par les critiques et alors la reconnaissance du public. Ce débat existe ailleurs, mais c'est plus feutré, par exemple, dans la musique ou dans la littérature, etc. Dans le cinéma, il y a vraiment cette opposition. Alors, il faut justement que ce soit l'occasion, me semble-t-il, non pas de valider tous les choix du public, parce que sinon à quoi servent les prix ? Non pas seulement de jouer un petit entre-soi des critiques heureux de se retrouver dans une cérémonie qui se prolonge longtemps et on est content d'y être, surtout si d'autres n'y sont pas, mais il faut que ce soit, me semble-t-il, l'occasion de créer des ponts. Il faut que ce soit l'occasion de créer des ponts entre la critique cinématographique et le public. Sinon, pourquoi retransmettre ces cérémonies à la télévision? C'est pas simplement pour que le public, béat d'admiration devant l'élite du cinéma, puisse admirer leur autographe. Glamour, vous voyez, puis en plus, parfois, ça peut mettre glamour n'est pas le premier mot qui me vient à l'esprit pour les frères Dardenne. Il y a une qualité artistique ou pas? Mais... évidemment, mais en même temps, on le voit bien avec les Césars, la façon dont on élimine d'office un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, parce que... Vous n'allez tout de même pas comparer Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec les frères Dardenne, rassurez-moi. Mais les comédies... Mais en même temps, au niveau des valeurs qui sont véhiculées, peut-être qu'il y a en effet une certaine ressemblance. Mais c'est vrai que d'un côté, il y a une forme d'expression et de l'autre côté, sans doute une autre. Et qu'on imagine mal Christian Clavier dans un film des frères Dardenne, ce qui pourtant, à mon sens, serait une excellente idée. Mais en Belgique, est-ce qu'il y a eu beaucoup plus d'entrées pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu que pour le film des Dardennes? Oui. OK, donc c'est peut-être là où il faut se demander... Mais en même temps, il y a un véritable accueil public pour le cinéma des frères Dardenne aussi. Ce n'est pas un cinéma confidentiel et apprécié uniquement par une petite élite de gauche. Alors, pour essayer justement de vous donner, Julien, un petit exemple qui a été célèbre en France dans notre histoire, c'est en 1982 la bataille entre ceux qui soutenaient Jacques Demy et qui appelaient carrément dans la presse, avec des grands encarts dans les journaux, donc en 82, le boycott qui appelait au boycott de l'As des As de Gérard Ruiz, qui vous donne une idée quand même de l'opposition à la fois politique, stylistique, de financement qui pouvait exister dans le cinéma français de l'époque, comme ça existe encore une fois dans le théâtre privé et le théâtre public en France. Bref, c'est un monde culturel divisé. Mais est-ce que c'est en train de changer ou pas, Yves? Alors Guillaume, autant le débat idéologique entre cinéma de droite et cinéma de gauche, je pense, n'a plus de sens aujourd'hui, autant en revanche, existe toujours le débat entre ceux qui font un cinéma d'œuvre, de patrimoine, un cinéma intellectuel, de réflexion sur la société et sur lui-même, et d'un autre côté, ceux qui font simplement un cinéma de divertissement, c'est-à-dire grosso modo entre les films sociaux d'un côté et les comédies de l'autre. On voit bien que là, en revanche, ce gouffre-là, il n'est toujours pas franchi ni comblé entre ces deux types de cinéma, puisque chaque année, on nous sort l'un ou l'autre succès, toujours une comédie qui est, entre guillemets, parce que le terme n'est pas approprié, boycottée par les votants des Césars. Par la critique, par un certain nombre de journaux, voilà. Mais etc. en même temps, là, ils ont essayé de faire un effort avec la famille Bélier, puisqu'il y a eu quand même 6 nominations au César. Je vous arrête. C'est politiquement correct, la famille Bélier. Donc, mais c'est une comédie. Oui, mais c'est une comédie politiquement correcte, et ça pourrait être le débat d'une de nos prochaines émissions. Si vous regardez les grands succès du cinéma français, ils sont tous sur la différence aujourd'hui. La famille Bélier en fait partie, c'était le cas d'Intouchable, c'était le cas même de Bienvenue chez les Ch'tis, d'une certaine façon. Bienvenue chez les Ch'tis avait été totalement laissé de côté. Mais le cinéma... C'est pour ça que quand vous dites il y a le cinéma social et puis les comédies, sauf que justement, les comédies qui marchent... en réalité, elles sont sociales.
mais elles sont en réalité Mais elles sociales. sont Les faites, Alain. ch'tis, c'est social. Mais Alain. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il y a Mais la Alain. problématique du racisme. Ça n'a rien à voir avec les gendarmes. Hein. Les gendarmes, là, il n'y avait pas tellement de dimension. Faites attention, je suis tropézien. Oui, mais non, mais la série des gendarmes, je vois pas très bien où il y avait une dimension sociale, ou alors elle m'a échappé à Vous l'époque. plaisantez Voilà. Mais on voit bien qu'il y a une évolution de ces Et comédies. l'émancipation des bonnes Et sœurs quelque part, qui on a, conduisent les deux chevaux. parfois l'impression Avec que la ce cornette. qui peut déranger un certain type de critique, c'est que des thématiques sociales, entre guillemets, progressistes, sont récupérées, traitées par un cinéma populaire, y compris parfois par des acteurs qui sont estampillés de droite, comme qui sera en clavier. Et on dirait que quelque part, ça dérange que cette problématique échappe au cinéma sérieux, idéologique, engagé. Je vais me faire l'avocat du diable, mais par exemple, les C'est moi combattants l'avocat ont du été... diable, ici. Oh, mince, ça va, je prends la casquette. Non, mais les combattants qui a eu un succès critique et populaire étaient aussi nominés au César. Donc il y a quand même des films qui sont populaires. C'est en train de changer. Ça change doucement. Alors peut-être qu'il faudrait faire comme aux Golden Globes, avoir, alors ça aussi, il y aurait des débats éternels entre le meilleur film dramatique et le meilleur film comique. Comme ça, au moins, les comédies seraient peut-être... les Américains, concernant juste valeur. même si ce n'est pas notre sujet, parce que nous sommes dans l'espace francophone, les Américains aux Oscars n'ont aucun problème pour récompenser le film qui a obtenu les meilleurs résultats, pour participer, si je puis dire, à la réussite financière du film. Que vous vous rendez compte quand même, moi je vous écoute avec beaucoup de curiosité, puis j'entends bien ce que vous dites, mais en même temps, venant d'un pays qui est la Suisse, où l'industrie cinématographique est quand même pas formidablement développée, que vous avez une sorte de discours quand même d'enfant gâté, parce qu'il y a une bonne partie des pays et des gens qui nous regardent aujourd'hui qui ont une industrie cinématographique qui aimerait bien qu'il y ait cet antagonisme entre deux types de cinéma et puis cette émulation et cette vivacité. Or, ça n'est pas le cas. Il faut déjà se battre aujourd'hui dans beaucoup de pays, Suisse comprise, pour réussir à monter un film, indépendamment des courants politiques, pour réussir à trouver un financement et à trouver quelque chose. Et je pense que pour bon nombre de pays ou de cinéastes africains, la réalité est la même en l'occurrence. Donc j'entends bien ce que vous dites, puis en même temps, je me dis, mais finalement, qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que le film marche et qu'il ait une reconnaissance publique? Alors, est-ce qu'il faut une cerise sur le gâteau? Il faut en plus qu'il soit adoubé par le monde de la critique du cinéma via des récompenses officielles? Ou finalement, on s'en fout de ça, et puis on se dit, il y a des récompenses officielles, et puis on les prend pas, comme certains ont refusé la Légion d'honneur il n'y a pas si longtemps, pour se dire, tout ça se foutait. Michel, C'est comme des prix de consolation pour les cinéastes d'auteur qui n'arrivent pas à remplir les salles. En fait, on pourrait voir ça comme ça. Non, c'est pas exactement vrai, mais ce qui est vrai, c'est que les consignes de vote, parce que c'est ça les critiques, c'est des consignes de vote, et ben c'est exactement comme dans le monde politique, plus personne ne les suit. Mais Guillaume, en réalité, ces récompenses des industries, elles ont été faites théoriquement pour récompenser ce qu'on imaginait qui était artistiquement ou professionnellement les meilleurs comédiens, les meilleurs réalisateurs, le meilleur film, etc. Alors, ça peut être lié au plus grand succès, comme ça peut être totalement indépendant et découplé du succès. Simplement, on est dans une période où, sous la pression du consumérisme, les gens qui sont numéro un, qui sont les plus riches, qui sont les plus puissants, pensent qu'ils peuvent donc, grâce à cette puissance, aussi s'octroyer les récompenses de la critique, parce qu'ils disent, si le public m'aime, pourquoi les critiques, eux, ne m'aiment-ils pas? Et donc, il faut bien comprendre que ce sont deux choses qui devraient rester découplées, tout en pouvant être totalement éventuellement se couper à certains liées. moments. Mais il faut garder ça en tête, parce que si c'est juste pour nous dire les récompenses, si c'est pour nous dire les Césars ou les victoires de la musique, c'est juste le hit parade, on le connaît déjà, il n'y a pas besoin de faire ces manifestations, on l'a toute l'année. Mais il s'appuie sur mais si c'est pour éliminer d'office tous les films qui ont marché, ça n'a aucun sens. Le bémol, là, ça perd une légitimité par ailleurs. Mais ce que je trouve extraordinaire, alors, Julia Ferrière, c'est que ça soulève les passions depuis toujours, ce sujet. Comme si on voulait que le cinéma soit un langage, alors qu'il peut divertir, il peut faire réfléchir. Il y a les films d'auteur, il y a les films commerciaux, comme on le disait. Et il y a certaines années où il y a une conjoncture qui fait que c'est un succès commercial qui remporte les honneurs, parce que je pense à Mommy, qui sera nommé au Jutra. Le gala des prix Jutra aura lieu au Québec le 15 mars. Normalement, il devrait tout remporter, non? Qui sait? Normalement, on ne sait pas. Mais alors, parfois, il y a eu Crazy aussi. Vous avez peut-être eu vent de ce film en 2006 de Jean-Marc Vallée, qui nous a depuis donné le magnifique Dallas Buyers Club, donc avait remporté 15 statuettes. Il y a les Oscars en parallèle où
cette année, je trouvais tragique que Birdman et Boyhood, un film d'auteur, une démarche d'auteur avec Boyhood, qui est de Linklater, une démarche, un scénario qui s'étend sur 12 ans. C'est un travail extraordinaire. Et Iñárritu, avec son Birdman, qui nous en met plein la vue, c'est presque injuste que ces films se retrouvent en compétition une même année. De la même manière que Xavier Dolan se retrouve en compétition avec lui-même au Jutra, au Québec, cette année, avec un autre film qu'il a signé, qui s'appelle Tom à la ferme. Alors, et comme on le disait aussi, il faut voir qui vote. Ici, dans le cas des Jutra au Québec, ce sont des membres, donc des associations reliées à l'industrie du cinéma. Alors, comme en France. Voilà. Alors, parfois, le coup de cœur de l'industrie va aller plutôt vers un film d'auteur. Il y a, je pense à Stéphane Lafleur, qui avait remporté les honneurs il y a quelques années avec son premier long-métrage qui s'appelait Continental, un film sans fusil, qui est un film d'auteur. Évidemment, les gens ne s'étaient pas rués pour le voir. Mais comme ces galas sont télédiffusés, c'est une manière aussi de faire connaître au public qui regarde en grand nombre de la maison ces galas des nouveaux réalisateurs, des nouvelles voix, des nouveaux styles. Donc, moi, je vous encourage. Les quartz, Michel. On terminera avec vous. Je vous encourage à venir en Suisse. Vraiment. Parce que c'est extrêmement simple. Comme le cinéma suisse est un cinéma suisse à petit budget, donc ce sont plutôt des films quand même, un cinéma d'auteur, d'une certaine manière. Il n'y a pas de très très grande production. Par conséquent, les films qui gagnent la cérémonie des quartz chaque année, ce qui est une cérémonie relativement récente, puisqu'elle date de 2001, donc c'est prix suisse du cinéma, forcément, ce sont des films qui allient un petit succès public ou un grand succès public à l'échelle de la Suisse, et puis qui sont d'une certaine qualité cinématographique de celle d'un cinéma d'auteur, parce qu'il n'y en a pas véritablement d'autres. Donc, en l'occurrence, on n'a pas droit à cette polémique en Suisse, celle dont vous nous avez partagé les tenants et les aboutissants tout au long de ce sujet. Qui s'est calmé en France, qui s'est calmé un peu par rapport aux années qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que je peux mettre en contexte qui est Claude Jutras, de qui on a pris le nom, les Magritte, on se doute bien de qui et César est un sculpteur. Oui, voilà. Et non pas l'empereur romain. Hein. D'accord. Alors, Claude Jutras, il a une histoire intéressante. C'est un très, très grand cinéaste québécois qui nous a quittés prématurément à l'âge de 56 ans et qui, à ce jour, a signé un des films les plus importants de la cinématographie québécoise et canadienne, qui est Mon oncle Antoine. Il a aussi fait Kamouraska. Et il a eu une carrière assez chaotique au Canada parce qu'on l'a adulé et on l'a un peu ostracisé par la suite. Et donc, comme Mon oncle Antoine est un film à voir absolument, je voulais vous présenter Claude Jutras. Mais vous avez bien raison. On va commencer. Alors, Quartz, c'est un cinéaste qui vient des montagnes helvètes, comme ça, il fait un cinéma très minéral, comme ça, qui est réfléchissant à la lumière. C'est une œuvre assez originale et intéressante. Une œuvre multifacette. Multifacette. Pour un Quartz, c'est normal. À part ça, juste encore un détail. Il y a un film, donc c'est la semaine prochaine, la cérémonie des Quartz. Alors, j'ai découvert, en regardant les films qui étaient nominés, j'ai vu Bouboule. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fiche là-dedans? Et en réalité, c'est une coproduction suisse et belge. Donc finalement, il y a quand même un film qui a un budget un tout peu plus qu'un petit budget et qui fait partie de cette cérémonie et qui nous relie. Pour clore cette discussion, quelques tweets. On commence avec un tweet du Figaro Culture sur les Oscars 2015, quand Xavier Dolan se serait senti humilié par l'éviction de son film Momie de la compétition, ce qu'il a démenti par la suite. Et pour terminer, un tweet de Jean-Marie Marchaud, qui est journaliste et qui remarque: pas de César pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais un prix du meilleur scénario aux Lumières. Donc c'est une autre cérémonie, donc les Lumières 2015. Présenté par Estelle Martin. Voilà, et Patrick Favre. Et c'est la presse internationale en poste à Paris qui récompense le cinéma français et francophone. Super. Voilà, un peu les Golden Globes français qu'avait imaginé Daniel Toscan du Plantier il y a 20 ans. 40 ans 20 ans. Non. Oh là là. 100 ans. Oh là là. Il y a quelques années. En 1215, c'est moi qui ai le mot de la fin. Aurore Marty et Estelle Martin ont réalisé pour vous, donc, cette semaine, le fameux Zap Culture, qui est non seulement de qualité, mais indispensable pour 200 millions de critiques, et nous le suivons ensemble. Des siècles d'histoire réduits en miettes, des sculptures millénaires, jetées à terre, détruites à coups de masse. Il apparaît que beaucoup d'œuvres détruites sont en fait des copies. La destruction des statues d'époque parthe, par exemple, c'est du plâtre. Le taureau ailé que vous avez vu, ça, c'est effectivement une œuvre authentique. Il aura fallu attendre plus de 12 ans avant que ne rouvre le musée de Bagdad. Puis en 2003, lors de la chute de Saddam Hussein, le musée s'est fait dérober plus de 15 000 pièces archéologiques. Seulement 4 300 ont pu être récupérées.
Être une star, rien de plus simple, disait David Bowie. Le plus difficile, c'est de durer. Lui a su défier le temps, en s'adaptant à toutes les époques. Il fallait bien une exposition pour prendre la mesure d'un parcours artistique hors norme. We've never seen anything like this before. Haven't you? No. Voici les photos qui suscitent la polémique. Une femme nue enfermée avec son partenaire dans une cage sadomasochiste. Une dame âgée ensuite. Elle est endormie sur la table d'un home aux côtés de ses médicaments. Le problème essentiel, c'est qu'elles sont fabriquées. C'est-à-dire qu'on est complètement en dehors de l'éthique du photojournalisme. Donc ça disqualifie ce travail par rapport au World Press, qui n'est pas un concours de photographie, mais qui est un concours de photojournalisme. Pour qui tu nous fais passer? Toi, si tu fermes pas ta gueule, tu vas te recevoir un coup de pied au cul qui te casse la mâchoire. Les Provençaux ne sont pas des rigolos, comme on le croit. Ils parlent d'une façon assez pittoresque, mais dans le fond, ce sont des gens assez mélancoliques. Vous avez bien reconnu Dimitri, mais là c'est x5. Et à ce tarif-là, ce n'est plus de l'ubiquité, mais c'est de la provocation. Imaginez un peu, 3 générations réunies. C'est plutôt incroyable. Eh bien, eux, forcément, ça les fait rire. L'équipe qui est arrivée à Toronto en menant le bal avec 13 mises en nomination ont finalement remporté des trophées dans toutes les grandes catégories de cette soirée, dont le meilleur film, le meilleur réalisateur pour Xavier Dolan, ainsi que tous les acteurs qui sont repartis avec des trophées aussi. Oh my God! Je suis très heureuse. Peuple de Volta, pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Ce documentaire, que le comité du FESPACO n'avait pas sélectionné en 2013, dresse un portrait passionnant de Thomas Sankara, dont la fougue et les idées ont impressionné les jeunes Burkinabés. Ça nous donne encore l'envie de nous battre pour ce pays. C'est reparti pour Charlie sans la file d'attente devant le kiosque, comme en janvier, mais beaucoup plus de lecteurs qu'en temps normal, et souvent la même motivation qui les pousse. Jusque maintenant, je ne le lisais pas spécialement, mais je crois que depuis janvier, ça me paraît indispensable. Dès qu'on commence à lire, dès qu'on tient un livre d'un écrivain, qu'il soit d'un siècle ou d'un autre, on devient tout à fait un camarade. Vous êtes splendide. C'est à peine croyable, Amélie Nothomb connaît la plupart de ses fans par leur prénom. Quel bonheur de vous voir. Il faut dire qu'à chacun de ses livres, ils viennent la voir. Ça vaut la peine, ça recharge, ça recharge. Un visage curieux et une drôle de façon de parler. Monsieur Spock, c'était les oreilles de Star Trek, le héros d'une série de science-fiction devenue culte, débutée en 1966 et terminée aujourd'hui avec cette funèbre mise en orbite. Bonne chance. Troisième sujet après cet excellent zap culturel, les artistes et la folie, les artistes et les désordres mentaux. Alors évidemment, la liste de ceux qui ont marqué l'histoire de la culture est très importante, Antonin Artaud, Van Gogh. Nous allons traiter ce sujet grâce à un artiste canadien qui s'appelle Jean Leloup, qui a fait un carton il y a 20 ans, donc avec 1990. Il vient de sortir un nouvel album encensé dans toute la francophonie qui s'appelle À Paradis City. Et il explique désormais ouvertement souffrir comme d'autres artistes, comme le peintre français, par exemple Gérard Garouste, de bipolarité. Quand il parle de son art, on voit bien que ce garçon n'est pas tout à fait comme les autres. Le voici répondant, par exemple, à quelques questions de Radio-Canada. Jean Leloup. Je ne me rappelle plus quand ni depuis combien de temps j'ai regretté les éléments. En marchant sur le... Me faut tout le temps. Ben, j'ai commencé à 11 ans, 10 ans à jouer de la guitare, puis je chantais. Puis dans l'endroit, tu sais, comme souvent on était une gang, puis il n'y avait pas de tourne-disque. Moi, je viens du vinyle, je suis vieux. Il n'y avait pas de tourne-disque parce qu'il n'y avait pas d'électricité dehors, il n'y avait pas de plug partout, puis il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Fait que moi, souvent, j'amenais ma guitare, puis je chantais. Puis j'avais appris très jeune beaucoup de chansons pour... Parce que j'avais réalisé une chose, c'est que quand tu chantes, les gens, il n'y a pas d'engueulade. Il y a pas des... Tu sais, les énergies sont bonnes. Je ne me rappelle plus quand ni depuis combien de temps j'ai regretté des éléments. J'ai commencé d'abord par vouloir faire peintre. J'ai fait de la peinture, j'ai fait des portraits dans la rue. Puis après ça, j'ai décidé d'être écrivain. J'ai été en littérature, j'ai écrit 2 romans vraiment pourris. Puis non, c'est vrai, pourris, puis des livres de nouvelles où je copiais les autres. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'est venu qui m'a dit « Pourquoi tu fais... » Puis je chantais. Pourquoi tu composes pas des chansons? J'avais jamais pensé à ça, mais j'écrivais des textes, je faisais de la musique. Puis là, ils m'ont dit, il y a un concours, tu sais. J'ai dit, OK, je vais aller au concours de chansons. J'ai composé 3 chansons, puis j'ai gagné le concours. C'était à Granby. Puis là, j'ai été, pour la première fois de ma vie,
à la TV, j'ai joué, puis on m'a donné un chèque. Puis là, j'ai fait « aïe, aïe, OK ». Puis là, j'ai réalisé que ça pouvait être quelque chose avec quoi tu gagnes ta vie. Je ne me rappelle plus qu'en est, depuis combien de temps je suis une feuille au vent. En marchant sous la lune noire, j'ai vu le désespoir soudain. Tenant par la main espoir, enfant du destin. Squelette incertain et horrible vaut rien, ils allaient sur le chemin. Il fera beau demain, moi je ne m'attends à rien. On est bien tous les deux, on pourrait être heureux. Voilà donc un entretien de Jean Leloup que vous venez de découvrir avec un extrait du clip de son dernier album que voici. Et donc que voilà, le dossier est posé sur la table, qui est celui donc de la folie et de la créativité. Oui. C'est un dossier vieux comme la réflexion sur la culture, mais parlons un petit peu pour commencer avec vous, Julie, de Jean Leloup. Qui est-il? J'étais ravie d'arriver sur ce plateau aujourd'hui avec son dernier disque, parce que c'est un grand musicien, c'est un grand guitariste, c'est un grand parolier, c'est un poète. Et il est désordonné, et il a des défis. Et juste de l'écouter comme ça, moi, ça m'émeut parce que on voit qu'il y a du mal, qu'il ne peut pas embarquer dans la machine médiatique et promotionnelle comme la plupart des artistes de sa génération. Et ce disque-là, c'est le premier qu'il commet depuis 6 ans, et il était attendu. Et c'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Le premier jour de sa sortie, 20 000 copies vendues. Et vous le disiez, c'est un débat de toujours, la folie, la création. Mais dans ce cas-ci, c'est très troublant d'entendre un artiste parler aussi ouvertement du fait qu'il est malade. Et du bipolaire. Fait que bipolaire. Ouais. Alors, à travers le temps, donc, c'est son 8e album. Vous le disiez, 1990, un peu anachronique, mais c'est sorti en 91. Et puis ensuite, il y aura eu le Dôme avec Johnny Go, I Lost My Baby en 96 aussi, qui tournait beaucoup, beaucoup. Donc, il a connu une ascension fulgurante au début de sa carrière. Et puis, à un moment, c'était trop. C'était trop pour sa condition. Alors, il s'est suicidé professionnellement plusieurs fois. Il ne s'appelait plus Jean Leloup, mais il reprenait son nom Jean Leclerc. Ensuite, le roi Pompon. Ensuite, il a écrit des romans, mais non, il ne les trouvait pas assez bons. Ensuite, il a voulu être documentariste, mais là, il arrivait pour interviewer les gens, puis ça lui tentait. On vient le chercher. Donc, alors, on a été témoins, ces états et ces éclats étaient sur la place publique et on pouvait témoigner de ça. Et la question se pose en tant que public et en tant que fan de quelqu'un comme ça. Des fois, on a carrément l'impression de non-assistance à personne en danger. C'est vraiment à propos. Et il se guérit du mieux qu'il peut. Et aujourd'hui, il revient avec son nom, son identité, mais en pochette de son disque, un petit chien à 3 pattes. Et oui? Non, mais allez-y. Un petit chien à 3 pattes qui représente bien un peu un être fragilisé, atypique et blessé quelque part. Ce que je voulais simplement dire, sans faire de l'histoire ni de la psychologie ni de la psychanalyse, il faut expliquer ce que c'est que la bipolarité, qui n'a aucun rapport avec les psychoses, etc. Ou la schizophrénie. C'est une saison des humeurs. Ce sont des gens qui sont atteints par une saison des humeurs. Garouste écrit très bien ça dans L'Intranquille. C'est qu'il y a des moments où c'est une sorte d'hiver mental qui dure pendant on ne sait pas combien de temps, et puis tout d'un coup, l'été revient, et on ne sait pas trop bien d'ailleurs pourquoi l'été revient, pourquoi l'hiver revient. Donc c'est évidemment très troublant, parce que ça se soigne moins avec des médicaments que des maladies psychiatriques classique. Et on dit bipolarité aujourd'hui, mais on a appelé ça longtemps aussi maniaco-dépression. C'est des états... La saison des humeurs. La mélancolie aussi, autrefois. Alors, Jean Leloup, qu'en pensez-vous les uns et les autres? Alors, Jean Leloup, moi, j'avoue que je connaissais surtout 1990, qui a été un carton. J'en ai d'ailleurs, j'ai fait une chronique sur cet album. Et en régie, enfin, tout le monde me parlait, Jean Leloup, 1990. Vraiment, ça a été le tube dans les années 90. Après, j'ai écouté cet album, j'ai trouvé extrêmement beau. Et c'est vrai que c'est très émouvant. Les textes, par exemple, dans Retour à la maison, il dit d'avoir toujours été un malade à soigner, lui qui a un cerveau en panne. Donc on sent vraiment qu'il parle de lui. C'est extrêmement touchant de sa maladie. Je ne le connaissais pas. J'ai découvert son histoire. Effectivement, c'est les noms qui changent. Et aussi cet artiste qui se renouvelle. C'est vrai que Johnny Go, c'est du rap. Après, il est allé un peu vers le folk. Et ça m'a fait penser à Higelin. C'est vrai que chez nous, il y a peut-être Higelin qui est un peu un artiste déjanté, qui peut se renouveler, qui peut se remarier sur scène,
qui peut partir dans des délires. Et voilà. Et après aussi à Mieux c'est, lui aussi qui a sorti un album, voilà, des artistes qui sont cabossés, qui sont tourmentés. Pardon, on utilise des euphémismes, on dit les artistes sont tourmentés, mais il y a tourment et bipolarité, c'est des conditions différentes. Puis, pour en revenir rapidement au cas de Jean Leloup, dans son cas, il a vraiment le syndrome de l'imposteur. Lui, il dit être chanteur, c'est pas un métier. Il le disait dans l'extrait qu'on a vu, tout petit, je chantais, je grattais la guitare. Donc, pour lui, il n'a jamais embrasser une profession. Pour lui, être chanteur, c'est pas un métier. Donc, depuis qu'il est jeune, il cherche une job. Alors, même 8 disques plus tard, il a l'impression d'être imposteur et c'est pas de la fausse modestie. Des fois, non, les artistes parce que c'est pas sérieux. Ouais, c'est ça. Mais vous avez cité Garouste tout à l'heure, le peintre français. Dans L'Intranquille, il explique que lui, quand il était dans vraiment des crises, puisqu'il explique sa maladie, c'était plutôt négatif pour sa création. Il n'était pas du tout content de ce qu'il faisait, ça l'handicapait plutôt. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que ça donne ce grain de folie dont parle Aristote et permet la créativité. Mais après, quand vous êtes vraiment sous le coup de la maladie ou des crises, ça vous handicape plutôt qu'autre chose. C'est pas possible de créer. Il y a un moment, je pense aussi que la frontière est dépassée. Il y a un côté thérapeutique aussi. On arrive dans l'art brut, ça. L'art brut, l'art des fous, ça a été mis en avant par Jean Dubuffet. Beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Qui a légué une partie de sa collection à la ville de Lausanne, c'était en 1976, ce qui a donné désormais... Alors voilà, je vous invite à le visiter une fois parce que c'est un voyage qui est assez phénoménal, puisqu'on parle d'art et de folie, le musée de l'art brut, la collection de l'art brut à Lausanne, qui est... Voilà, dans le départ de la collection, on la doit à Jean Dubuffet, et puis ensuite, qui s'est beaucoup agrandi. Aujourd'hui, il y a quelque chose comme 60 000 œuvres qui sont exposées de 1300 artistes ou malades. C'est un voyage quand on va là-dedans, quand on voit la création artistique. Yves Bigot. La maniaco-dépression, elle est au cœur du rock français. Gainsbourg, Bachung, Manset, Murat. Et c'est cette espèce de tristesse et de mélancolie constituante qui peut devenir borderline, effectivement, d'un genre de dérangement, mais c'est là qu'est l'âme foncière et fondamentale du rock français. Elle est dans cet état dépressif. Puis ça devient du sabotage presque parfois, parce que ces artistes sur scène ont des comportements erratiques, qui peuvent envoyer promener l'audience, quitter la scène avant la fin de leur spectacle, donc ça devient du sabotage aussi. Et dans la vie aussi. Oui. Nous commençons avec les tweets, le compte Twitter officiel de Mons, capitale européenne de la culture. Je n'en avais pas parlé, mais... À propos de l'expo d'un artiste à la folie avérée, Vincent Van Gogh, dont plus de 50 œuvres sont exposées au musée des Beaux-Arts de la ville de Mons, jusqu'au dimanche 17 mai 2015. On continue avec un tweet du célébrissime Félix Bernier, qui n'en revient toujours pas de la chanson de Jean Leloup, Les bateaux, c'est tellement beau, dit-il. Et pour terminer, un tweet ça rime en plus. De Maurizio Giachello de Savone, en Italie, avec un extrait d'une lettre de Camille Claudel à Rodin en 1886. Il y a toujours quelque chose d'absent qui me tourmente. Voilà pour ces tweets. Et en nous de Tennessee. Voilà. Alors, j'ai pas osé la faire. Nous terminons cette émission avec beaucoup de plaisir, 200 millions de critiques avec ma joyeuse bande, Julie Laferrière, Estelle Martin, Yves Bigot, Michel Cerruti et Alain Gerlache. On va commencer par vous, Yves. Coup de cœur. Le nouvel album de Songoy Blues, donc un groupe de Maliens, de Gao et de Tombouctou. C'est une musique qui peut rappeler celle des Touaregs, les groupes comme Tina Ruiwen ou Tammy Crest, mais avec un côté à la fois plus subsaharien, c'est-à-dire de la musique malienne noire, celle par exemple de Ali Farka Touré, et avec des guitares assez modernes, assez blues. C'est leur deuxième album, c'est tout à fait moderne, les guitares très tricotées à la malienne, à l'africaine, comme on commence à les entendre maintenant, même dans les groupes américains. Ma chère Julie. Alors, on a parlé de cinéma et de folie. Moi, mon coup de cœur ira à Xavier Dolan, non pas parce qu'il est fou, mais parce qu'il prend l'affiche au Québec ces jours-ci, dans un film qui s'appelle Elephant Song, où il joue un fou, un jeune homme aux prises avec plein de désordres et sa relation avec son psychiatre. Et aussi un coup de cœur à Xavier Dolan, parce qu'il a fait quelque chose d'assez élégant. Le 15 mars, il y aura les Jutras. Son film Mommy est en nomination. Et l'acteur Antoine-Olivier Pilon est nommé comme meilleur acteur. Il a aussi signé Thomas Laferme, dans lequel film il joue un rôle important, et il était nommé comme meilleur acteur. Il a demandé à ce que sa candidature soit retirée, non pas parce qu'il prétendait ou présumait qu'il aurait pu remporter ce prix, mais juste pour ne pas créer de malaise avec son acteur de Mommy. Je trouve que c'est assez élégant et assez noble comme geste. Michel.
Alors un bouquin sérieux pour une période qui ne l'est pas moins, puisqu'il y a 100 ans, on était en pleine Première Guerre mondiale, puis à l'occasion d'un colloque qui a eu lieu l'année passée d'historiens, est sorti un bouquin de Christophe Villaumier, historien donc aux éditions Sletkin, qui parle de la Suisse face à l'espionnage entre 14-18. Ça paraît un tout petit peu aride comme ça, c'est passionnant. C'est là notamment pour l'anecdote qu'on a commencé à parler de Suisse alémanique et de Suisse romande. Avant c'était la Suisse française et la Suisse allemande, mais il y avait de telles tensions à l'intérieur du pays, parce que le pays était véritablement partagé en deux par cette guerre, avec le côté germanophone qui était plus tourné naturellement vers l'Allemagne. Il faut quand même savoir que le général en chef des armées, Ulrich Wille, était né à Berlin et avait comme femme la fille de Bismarck. Donc, la Suisse était censée être neutre à ce moment-là. Ah, totalement. Et donc l'Allemagne était quand même plus tournée de ce côté-là. La Suisse romande française plus vers la France. Il y a pas mal de romans qui sont partis s'engager aux côtés des Français. Enfin bref, je ne vais pas tout vous raconter. Ça foisonne d'anecdotes et ça démontre que la Suisse, à cette période de l'histoire, a véritablement été un tournant. Il y a eu un nombre d'affaires d'espionnage incroyables de tous bords. Les Allemands, enfin pro-allemands, pro-français, pro-alliés. Un truc qui n'arriverait plus aujourd'hui. Je ne sais pas. Le titre du livre? Alors, La Suisse face à l'espionnage 14-18, c'est chez Sletkin. On le doit à Christophe Villaumier. Merci. Alain Alors, ça s'appelle L'Empire du Sultan. C'est très actuel finalement, même si ça remonte à la Renaissance, c'est l'influence du monde ottoman sur les peintres et les penseurs de la Renaissance. Évidemment, ça a une connotation actuelle quand on voit les rapports parfois difficiles entre ces différentes entités, puisque ça s'inscrit aussi dans le cadre d'un projet plus vaste qui est consacré aux échanges culturels entre l'Europe d'une part et alors l'Empire ottoman et la Turquie de l'autre. C'est aux Beaux-Arts à Bruxelles. Et c'est jusqu'au 31 mai 2015. Pour reprendre un peu d'énergie positive, surtout pour vous, Alain Gerlache, je vous propose d'écouter le premier album de Vaudou Game. C'est un collectif lyonnais. Alors, le titre, c'est Apiafo. Et alors, c'est un collectif lyonnais, mais le chanteur est togolais. Le Togo, qui, comme le Bénin, est donc une terre de vaudou. Et alors, pour Peter Solo, le vaudou, c'est du funk. C'est du funk et c'est positif. Ça défend la nature. Et c'est vraiment un album qui a été enregistré dans des conditions de son analogiques. Il renoue avec le son des 70s, l'afrobeat, le funk. Ça bouge, ça pulse et c'est vraiment, voilà, si vous voulez vraiment prendre un peu de soleil et d'énergie, je vous invite à écouter Apiafo, donc Peter Solo, Vaudou Game. Merci beaucoup. Moi, mon coup de cœur sera extrêmement simple. Il est destiné à Marion Cotillard. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est toujours facile d'adresser un coup de cœur à une très grande actrice, mais elle a quand même un charme très particulier. D'abord, elle n'a pas quitté la France. Elle vit au cœur de Paris, quelque part par là, alors qu'elle tourne avec Michael Mann, James Gray, qu'elle pourrait se dire finalement mon destin. Les frères Dardenne. Et les frères Dardenne, justement, j'allais y venir. Et elle a justement, après cette explosion de sa carrière où elle est considérée par les Américains comme l'égale des plus grandes actrices, elle continue à tourner avec les frères Dardenne, elle continue à tourner avec Jacques Audiard, donc un film magnifique. Donc je pense que c'est d'ailleurs un coup de cœur que nous partageons tous. Là, concernant, merci mille fois. Nous sommes ravis avec toute l'équipe de vous accueillir évidemment comme toutes les semaines pour suivre l'actualité culturelle. On se retrouve évidemment la semaine prochaine en faisant un petit coup d'œil à notre ami Jean Leloup, ma chère Julie, grâce à vous, qui est une avocate convaincante. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications.